Alors, je vais projeter, partager mon écran. J'espère que tout le monde le voit bien. S'il y a des problèmes, n'hésitez pas à l'indiquer. Si vous ne voyez pas l'écran avec, le grand panneau SQVT, Semaine de la qualité de vie au travail, nous sommes ensemble pendant 1h15 pour échanger et surtout pour avoir le témoignage d'une démarche participative qui a été mise en place pour améliorer les plannings dans le secteur des services à la personne. C'est un sujet majeur dans votre secteur d'activité. Et du coup, l'idée, c'était de rendre compte dans le cadre de cette semaine de la qualité de vie au travail, comment donner ou redonner du sens au travail à travers une démarche participative qui vise à améliorer les plannings avec, dans un objectif de performance globale, c'est-à-dire en considérant à la fois les objectifs et les enjeux pour la structure, pour les bénéficiaires, les clients, et également du coup pour les salariés, le personnel. Donc, le petit programme qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une introduction sur les enjeux du secteur des services à la personne en lien avec la qualité de vie au travail. Et donc, on donnera la parole à la DRETS-PP du 65 qui s'est particulièrement mobilisée depuis maintenant plusieurs années sur la qualité de vie au travail et l'accompagnement des structures du secteur des services à la personne. Pour un peu nous resituer les enjeux et les intérêts aussi pour la DRETS-PP de se mobiliser sur ce sujet-là. On partagera en deuxième temps sur la qualité de vie au travail, de quoi parlons-nous, se donner quelques repères, parce que vous allez voir que quand la DMR de Tournaille s'est lancée sur les plannings, ça s'inscrivait dans une démarche plus globale engagée sur la qualité de vie au travail. Donc, on va quand même se donner quelques repères communs pour savoir de quoi on parle. Et ensuite, bien sûr, le gros temps du webinaire et de l'heure et quart à passer ensemble, c'est le témoignage de la DMR de Tournaille sur la démarche participative qu'ils ont mis en place avec le personnel pour améliorer les plannings. Et donc, un dernier temps qui sera, qu'on espère, d'un quart d'heure pour pouvoir aussi avoir des questions-réponses et que vous puissiez échanger soit par le chat ou peut-être même en ouvrant les micros, avec l'ensemble des témoins de cet après-midi. Et on finira avec du coup une conclusion du conseil départemental du 65 qui a également suivi cette action sur les plannings, mais aussi plus globalement qui est relativement mobilisé et soutenant sur les questions de qualité de vie au travail. Donc, on donnera la parole aux représentants du conseil départemental 65. Le petit picto en bas à droite, rien de nouveau, même si maintenant, ça fait plusieurs années qu'on est habitué à ces modalités en visio. On vous invite à éteindre votre micro lorsque vous ne prenez pas la parole pour éviter les interférences et à utiliser le chat pour les questions qui vous viennent au cours de la présentation. Et on essaiera de se faire au mieux pour les relayer, soit pendant la présentation des intervenants, soit si vos questions sont plus globales, on tentera d'y répondre au mieux à la fin. Donc, le but du chat, c'est ça, c'est de pouvoir laisser les témoins dérouler leur présentation et ensuite répondre à vos questions. Donc, on se retrouve dans le cadre de cette semaine de la qualité de vie au travail, qui est un événement qui existe depuis bientôt une vingtaine d'années dans le cadre du réseau ANACTARACT. Et donc, avec le thème aujourd'hui de cette semaine, et ça commence aujourd'hui, en quête de sens au travail. Et il y a un programme national que vous pouvez retrouver sur ce lien-là. Donc, les intervenants, j'ai commencé à le dire. Nous avons côté DRETS-PP Grégory Ferrat et Jean Maurière. Peut-être si vous pouvez nous dire un petit bonjour pour vous identifier. Bonjour. Bonjour à tous. On va vous laisser la parole très vite pour l'introduction. On a aussi du coup le conseil départemental du 65 avec Joël Abadi et monsieur Sébastien Saint-Martin. Pareil, si vous pouvez nous faire un petit bonjour. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Merci. Et ensuite, du coup, nous retrouvons l'ADMR de Tournaille et 65 qui est représenté par Rémi Le Saunier, Geneviève Bénard,
Laurence Toulouse, Aurélie Dalle et Marie-Belle Pomme. Donc pareil, si vous pouvez nous faire un petit coucou, activez votre micro et nous dire bonjour. Bonjour à tous. Geneviève Ménard. Laurence Toulouse, bonjour à tous. Aurélie Dalle, Marie-Belle Pomès. Caberno, CCS Vernouillet. Ok, merci. Et du coup, moi, je suis Lucie Herrera, le dernier nom de la page. Et donc, je suis chargée de mission à la RACT Occitanie et j'ai accompagné les partenaires et également la DMR sur une partie des actions qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et du coup, je vais laisser la parole dès à présent à la DETSPP pour une petite introduction sur les enjeux du secteur. Bonjour, vous m'entendez toujours? Bien. Pour commencer, je tiens déjà à remercier les près de 180 participants à ce webinaire. Ce chiffre, de mon point de vue, témoigne à lui seul du grand intérêt que la QVT peut susciter. Alors, auprès des acteurs du secteur des services à la personne et de l'aide à domicile en particulier, mais aujourd'hui, d'autres branches professionnelles commencent ou ont déjà initié des travaux en matière de QVT également. Alors, quelques éléments de contexte en préambule, qui ne sont d'ailleurs pas spécifiques au département des Hautes-Pyrénées et que tout le monde connaît dans les grandes lignes. Rappeler qu'effectivement, on est sur un secteur, le secteur des SAP, qui cumule plusieurs difficultés. D'une part, une sinistralité importante, liée en particulier aux accidents de trajet, aux accidents de travail tels que les chutes de plein pied, les problèmes de troubles musculo-squelettiques et de risques psychosociaux plus généralement. Donc ça, c'est une première source de difficulté qui se traduit par des difficultés de recrutement et de fidélisation des salariés. Autre élément de contexte, c'est l'absentéisme relativement élevé dans ce secteur, qui a pour conséquence de rendre plus difficile l'organisation du travail et la satisfaction des besoins des usagers. Et puis aussi des salariés vieillissants qui renvoient une problématique de maintien dans l'emploi et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences afin d'anticiper ces départs en retraite face à des besoins qui sont toujours croissants en termes de dépendance. Alors, une fois qu'on a rappelé ces éléments de contexte, qui ne sont pas, encore une fois, l'apanage de ce secteur-là, mais effectivement, l'aide à domicile est particulièrement marquée par ces difficultés. Il y a des actions qui ont déjà été initiées par le service public de l'emploi qui visent d'une part à promouvoir les métiers, notamment auprès du public jeune, et notamment via la mission locale, qui vise à former des demandeurs d'emploi sur ces métiers en tension. C'est un sujet d'actualité depuis plusieurs mois maintenant, et pas seulement sur le secteur de l'aide à domicile, et qui vise aussi à reconvertir des salariés désireux de changer de métier, soit par choix, soit par contrainte, et qui sont orientés vers ces secteurs en tension, tels que l'aide à domicile. Alors, outre ces actions traditionnelles du SPE, il y a des démarches un peu plus innovantes ou moins traditionnelles, que sont les démarches de QVT. Et dans le département des Hautes-Pyrénées, depuis maintenant quelques années, en concertation et en partenariat avec le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées, nous avons proposé à 6 structures d'aide à domicile volontaires d'être accompagnées par la RACT en vue de travailler sur ce sujet de la QVT, d'en faire un sujet moins conceptuel. Et effectivement, les témoignages qui vont vous être présentés aujourd'hui sur la question de l'élaboration des plannings démontrent que faire de la QVT, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est parfois des choses toutes simples, mais qui demandent du temps à y consacrer, notamment en interne, avec un dialogue social de qualité. Et pour cela, nombre de structures ont besoin d'accompagnement. Et c'est en ça que la RACT a pu être utile à la construction de cette démarche qui va vous être présentée aujourd'hui.
Donc, je ne serai pas plus long et puis à votre disposition pour répondre après les présentations sur des questions qui seraient posées. Merci beaucoup pour cette introduction. Du coup, je vais continuer dans les quelques mots d'introduction sur se donner quelques repères quand on parle qualité de vie au travail, avec le fait que la référence qui est abordée quand on parle qualité de vie au travail, c'est l'accord national interprofessionnel de 2013 notamment, qui a été aussi retravaillé avec les partenaires sociaux très récemment. Et donc, quand on parle qualité de vie au travail, et ça c'est essentiel, c'est se dire que ça vise d'abord le travail. Et donc, c'est comment faire du bon travail en se disant qu'à la fois, l'objectif, c'est de concilier l'amélioration des conditions de travail pour les salariés, le personnel et la performance globale donc de l'entreprise, de l'association, de la structure. Donc, on est vraiment sur des actions qui vont viser à atteindre ces objectifs croisés, conditions de travail et performance. Donc, comme je le disais, avec ce regard croisé, qualité de service et donc bénéficiaire client, conditions de travail, salarié personnel, et aussi donc la question de la performance entre guillemets économique qui est aussi importante dans ce triangle-là. Dans les déterminants des conditions de travail, il y a un cumul de deux grands facteurs qui va jouer. C'est à la fois les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail, qui va contribuer à une bonne qualité de vie au travail et qui va venir s'ajouter à la capacité à agir, à s'exprimer sur son travail. Et c'est bien le cumul des deux qui va faire que la perception sur ma qualité de vie au travail va évoluer, va bouger, parce qu'à la fois, j'ai des conditions de travail qui sont satisfaisantes dans la façon de les exercer en termes d'organisation du travail, de matériel, de gestion des ressources humaines, etc. Et aussi renforcée, développée par une capacité d'action, d'expression autour de mon travail. Et donc, c'est ce cumul des deux qui va être un des leviers dans la qualité de vie au travail. Donc, on va voir que la démarche participative vient agir sur la capacité à s'exprimer pour pouvoir que l'action soit bien concentrée sur le travail. Et la petite Marguerite que l'on retrouve ici, elle présente les 6 grandes dimensions qui est repris dans l'accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail. Et donc, il y a 6 grands champs dans la QVT, les relations au travail, le climat social, le contenu et l'organisation du travail, la santé au travail, les compétences parcours professionnels, l'égalité professionnelle, le management participatif et l'engagement. Donc, on voit bien que dans ces 6 dimensions, c'est des dimensions qui peuvent vous apparaître un peu classiques dans une organisation, dans une entreprise, dans une structure. Du coup, la qualité de vie au travail, ce qu'il va faire dans ces spécificités, c'est à la fois la complémentarité entre ces 6 sujets et la méthode pour essayer d'améliorer, de travailler sur ces sujets-là, en se disant que là, on va venir mobiliser la capacité d'expression pour aller agir sur le contenu du travail et son organisation. Donc, peut-être d'autres points importants, justement, c'est celui de la démarche et de la méthode. Quand on rentre dans une démarche qualité de vie au travail, on rentre dans un processus qui vise à transformer, et donc avec un processus participatif et en 4 grandes étapes. La première étape, c'est cadrer la démarche. Et donc, l'objectif va être d'installer cette démarche à un niveau un peu stratégique et d'embarquer les acteurs clés. Et donc, ça peut être le CA, par exemple, une direction, le CSE s'il y en a un, ou les salariés, etc. Se définir aussi un cadre, de quoi on parle quand on parle QVT, c'est quoi les enjeux propres à votre structure. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la QVT est beaucoup utilisée dans votre secteur comme aussi un levier d'attractivité, de fidélisation. Deuxième grande étape de la QVT, ça va être poser un état des lieux partagé, c'est-à-dire comment on mobilise des outils, des démarches participatives pour identifier quels sont les sujets prioritaires propres à votre structure. Donc là, l'objectif de l'étape 2, poser un état des lieux, ce n'est pas l'exhaustivité, mais c'est bien identifier 1 ou 2 sujets, 3 ou 4 sur lesquels vous allez commencer pour tester, pour expérimenter et montrer que cette démarche QVT peut produire des choses intéressantes.
Et donc, la troisième étape, ça va être concevoir et expérimenter quelques pistes d'action sur des sujets que vous aurez identifiés collectivement, quelques pistes d'action qui seront ensuite mises en œuvre pour être suivies et évaluées. Et une fois qu'elles sont suivies et évaluées, on se pose la question du coup, est-ce que cette action a bien marché? Si oui, on la garde. À quelles conditions on la garde? Sinon, qu'est-ce qu'il faut modifier ou quelle est l'action suivante à laquelle on passe? Donc, il y a vraiment cet objectif de identifier un ou deux sujets porteurs et d'expérimenter. Et ensuite, on est sur un cercle un peu vertueux où on peut revenir à l'étape 2, 3, etc. Et donc, des grands principes fondamentaux, c'est le principe à la fois de subsidiarité, alors c'est un peu un gros mot, mais pour dire que aussi en testant ces démarches participatives, on se rend compte qu'il y a des choses qui peuvent être faites par le niveau, par le personnel, sans pour autant demander systématiquement des arbitrages, des rediscussions par la hiérarchie. Donc, c'est trouver le bon niveau aussi de pouvoir de décision, de pouvoir d'agir sur les choses qui concernent le travail des fonctions concernées. La participation collective, c'est vraiment, on va le voir et vous allez le voir dans le témoignage de l'ADMR juste après, crédible par l'action, c'est ça. Le but, c'est de montrer pas à pas qu'avec des actions concrètes, on y arrive et au fur et à mesure, on peut s'autoriser à avoir des actions de plus en plus ambitieuses parce qu'on s'est déjà tous ensemble, collectivement, testé pour montrer aussi, nous montrer et se convaincre que ça marche. Et le grand enjeu aussi, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des démarches, alors les grands fondamentaux sont les mêmes, mais ensuite la façon dont les décliner mérite d'être adaptée, construite au plus près des caractéristiques de chaque association, de chaque structure. Et on le voit dans votre secteur, mais on le voit aussi dans d'autres. Donc ça, c'était juste pour vous dire les repères sur la QVT, de quoi on parle. Et donc, je vais assez vite donner la parole à la DMR de Tournai, qui, dans le cadre de sa démarche qualité de vie au travail, a choisi de travailler sur un sujet majeur de votre secteur d'activité, qui est la question des plannings, avec des constats qui vont vous être présentés, qui étaient un peu similaires dans beaucoup de structures de votre secteur. C'est le nombre de coupures, des inéquités qu'il pouvait y avoir sur la répartition des interventions en fin de journée, sur la question de l'organisation des week-ends, etc. Et donc, du coup, ils vont vous raconter. Et donc, les personnes qui vont vous raconter sont volontairement ceux qui ont participé à cette démarche en se disant qu'il y a à la fois le président de l'association, une représentante de la fédération, des intervenantes à domicile, une représentante du personnel au CSE qui est également intervenante à domicile et une secrétaire qui est en charge de la planification. Donc, avec les témoins, vous avez vraiment l'ensemble des familles de métiers représentées et concernées par le sujet des plannings, à la fois dans l'élaboration que dans le respect aussi du cadre légal et bien sûr les intervenantes à domicile qui sont directement concernées par la mise en œuvre. Et donc, ils vont à la fois vous présenter pourquoi ils ont mis en place cette démarche, comment ils s'y sont pris, vous donner des repères en termes de méthode et du coup, quels sont aussi les premiers résultats qu'ils peuvent observer. Et donc, je vais laisser la parole à Monsieur Le Saunier. Merci Lucille. J'en profite pour saluer tout le monde au nom de toute l'équipe et des salariés de l'ADMR de Tournai. Une rapide présentation pour situer dans quel contexte est située la démarche QVT. Nous sommes une des 30 associations fédérées ADMR du département des Hautes-Pyrénées. Notre association compte 50 salariés et 3 personnels administratifs. L'organisation pratique depuis plusieurs années, l'association est subdivisée en 4 sous-secteurs de façon à pouvoir créer une notion d'équipe. Il est toujours plus facile de travailler en petite équipe. Cela permet aussi une véritable solidarité entre les salariés et un travail d'équipe au niveau des transmissions et des consignes par rapport aux clients chez qui nous intervenons. Notre association est située en milieu rural et nous intervenons sur 30 communes, c'est-à-dire environ une population de 12 000 habitants. Pour compléter cette équipe, bien sûr, une équipe de bénévoles qui est employeur et qui soutient absolument l'action de QVT qui a été mise en place à travers le conseil d'administration. L'opération QVT, j'y arrive directement, donc a commencé début 2019
avec le lancement de la démarche à l'ADMR de Tournai. Tout d'abord, discussion, préparation et aval du conseil d'administration. Et en un deuxième temps, mi-2019, la co-construction d'un état des lieux. Il s'agissait d'établir avec l'ensemble des salariés qui étaient impliqués et l'ensemble des bénévoles l'objet, la définition de la QVT, les points sur lesquels on allait travailler. Et ma voisine CSE pourrait peut-être dire dans quelle ambiance les choses ont commencé. Oui, tout à fait. Je suis donc Laurence Toulouse, représentante CSE à l'assaut de Tournai. Et effectivement, quand la QVT a démarré, qu'on demandait à nos collègues de préciser ce qui n'allait pas, les remontées étaient souvent négatives par rapport au planning. Et surtout, elle n'y croyait pas. Elle ne croyait pas à cette démarche QVT dans le sens où ça allait améliorer justement notre qualité de vie au travail. Et suivant ce qui en est ressorti après, tout ont adhéré et ont trouvé ce système de QVT impeccable. Nickel. Alors, on a pris en considération cette réserve qui avait été émise des salariés qui étaient là parfois depuis plusieurs années et qui disaient on nous en a promis, on a regardé déjà, jamais rien ne change, pour reprendre ce que disait Lucille tout à l'heure, c'est-à-dire repérer déjà les actions et les boutons sur lesquels les personnels souhaitaient qu'on appuie notre action et retenir en premier lieu les choses les plus simples à mettre en place, les choses les plus pratiques et surtout qui allaient donner de la crédibilité à l'action QVT qu'on voulait mener d'une façon large sur l'association. Alors j'ai oublié de dire tout à l'heure, bien sûr, un appui précieux de la RACT dans toute cette démarche tout au long de notre action, soutien aussi d'une accompagnante de proximité qui est un personnel fédéral qui fait tiers dans toutes les négociations et qui était aussi très impliqué dans cette démarche, et préciser aussi que nous travaillons uniquement sur l'aide à domicile. Nous ne faisons pas de bricolage, de portage de repas. Notre action est axée sur l'aide à domicile et quelques actions qu'on appelle de confort chez des particuliers pour lesquelles nous n'avons pas de prise en charge. Alors j'en arrive tout de suite aux thématiques qui ont été travaillées avec l'ensemble des salariés, car je crois que c'était ça l'important, c'est qu'aucune salariée ne devait manquer à ces discussions. Donc 5 groupes de travail ont été mis en place et ces groupes de travail ont été volontairement interrogés par des membres du comité de pilotage fédéral et non pas par les employeurs de l'association. C'est un choix très volontaire. Quelques réserves, vous verrez, dans ces réunions, il y aura des revendications. Le pari a été fait que ces réunions ne seraient pas des lieux de revendication, mais des lieux de co-construction, justement, d'un état des lieux pour améliorer les conditions de travail. Les thématiques qui ont été retenues et proposées par l'ensemble des salariés à travers ces groupes, le lien avec le médical et le paramédical, dans l'aide à domicile, chacun connaît les difficultés qu'il peut y avoir dans les relations avec le médical et surtout le paramédical. Le deuxième point, c'est l'utilisation des appareillages, utilisation indispensable, apprentissage indispensable et aussi, qui va de pair, les gestes et postures. Un troisième point, c'est la demande des salariés sur la communication interne. Comment pouvons-nous mieux communiquer entre nous, déjà entre nous salariés et entre nous par rapport aux clients chez lesquels nous intervenons. Le quatrième point, on était très attendu, c'est le planning, bien évidemment, sur lequel nous sommes en train de travailler et sur lequel nous allons témoigner aujourd'hui. Et 2 autres points restent à mettre en œuvre un peu plus tard, la relation client-famille et la formation. Entre septembre 2019 et 2020, dans un contexte Covid, je ne vais pas en parler longuement ici, tout le monde l'a vécu, les choses ont été un peu retardées et j'allais dire volontairement, ça nous a appris aussi à prendre du temps et à ne pas bousculer trop les choses pour que les choses s'installent de façon définitive. Donc, on a priorisé le lien avec le médical et le paramédical, l'utilisation des appareillages, gestes et postures et communication, et je répète, qui ont vraiment crédibilisé l'action QVT qu'on mettait en place avec l'ensemble des salariés. Et enfin, depuis début 2021, nous avons lancé la réflexion avec une démarche participative, l'ensemble des salariés toujours, sur, quand je dis l'ensemble des salariés, ce sont les intervenantes, les secrétaires, et on peut ajouter les bénévoles, pour l'amélioration des plannings. Les objectifs de la démarche sur les plannings, l'objectif important, le premier, c'était d'améliorer les conditions de travail et de pouvoir mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Pour les intervenants
réduire la pénibilité liée aux horaires de travail, concilier donc les vies perso et les vies pro. Pour les secrétaires, faciliter le travail de planification qui est toujours voilà, il faut être artiste dans le domaine de l'aide à la personne pour pouvoir planifier et répondre à l'ensemble des demandes, à l'ensemble des plans d'aide qui sont donnés, de tenir compte des contrats de travail des salariés, de tenir compte des impératifs des clients et aussi parfois des employeurs qui se mettent sur le dos, évidemment, pour corriger quelque chose. Et enfin, les clients qui ont des souhaits, qui peuvent changer, qui peuvent varier, qui souhaitent qu'on optimise au maximum, qui voudraient avoir toujours la même personne, qui voudraient avoir toujours les mêmes horaires. Voilà, comment on peut arriver à mettre tout ça ensemble, et la démarche participative va pouvoir permettre justement d'avancer sur ces trois plans-là. Enfin, appréhender et croiser les enjeux sur la gestion des plannings, c'est-à-dire mettre autour de la table et travailler ensemble, secrétaires, aide à domicile, clients, structures et bénévoles. Et enfin, un gros point qu'on a introduit en cours de démarche, qui n'était pas au départ, c'était d'inclure le regard des salariés d'intervention sur la confection des plannings. Pourquoi? Parce qu'on va le développer tout à l'heure, vous verrez, il faut mettre en synergie les compétences de chacun, compétences des intervenants qui connaissent parfaitement les clients chez lesquels elles interviennent, et compétences des secrétaires qui connaissent les contraintes et les obligations qui sont liées au plan d'aide. Je laisse la parole maintenant à Aurélie qui va vous exposer la méthode déployée pour arriver à nos fins. Alors, au niveau de la méthode, donc ça s'est fait en 6 étapes. Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est que c'était une démarche participative. Sans ça, ça ne peut pas aboutir correctement. Chaque acteur qui est impliqué dans le planning a participé à chaque étape. Au niveau des étapes, il y a eu donc une accompagnante de proximité salariée de la fédération avec l'appui de Lucille de la RACT pour accompagner l'association sur chaque étape. Donc on va détailler les étapes par la suite, mais déjà en premier lieu, il y a eu une cartographie des enjeux. Ensuite, on a eu l'identification des scénarios. On a travaillé de façon plus approfondie sur chaque scénario qui a pu être identifié. Ensuite, il y a eu la phase d'expérimentation. On retrouve la partie bilan plan d'action de ces expérimentations et la suite des plans d'action en dernière étape. Donc, la première étape, c'est la cartographie des enjeux. Alors, l'objectif, c'était poser un cadre commun concernant la planification. Donc, on le disait tout à l'heure, l'essentiel, c'était que chaque acteur impliqué puisse participer au travail qui est réalisé sur la planification. Donc, tout le monde a été réuni pour poser ce cadre. Mieux partager les enjeux et mieux comprendre les enjeux des autres, c'était aussi l'objectif de cette étape. Donc, ça s'est fait avec un travail entre l'employeur, les salariés d'intervention et le secrétaire, avec une question simple qui sont pour chacun, quels sont les indispensables de la planification, donc pour chaque acteur, mais aussi pour les clients. Voilà, donc il y a eu des réunions du comité de pilotage de la DMR de Tournaille. Donc ce comité de pilotage, il a été créé dès le démarrage de la démarche QVT à l'association. Et ensuite, il y a eu une validation par le conseil d'administration. Donc on peut vous montrer un exemple de ce qui est ressorti de ce travail. Donc là, bon, vous ne verrez pas le détail des lignes, mais en gros, vous pouvez voir que ce qu'on disait, c'est que chaque acteur a pu mettre par écrit et définir ce qui était indispensable pour lui pour la planification. Donc, on retrouve le volet employeur, le volet client, salarié d'intervention et les secrétaires. Donc, pour chacun, et on a défini la législation qu'il pouvait y avoir, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir au niveau du suivi de la planification, le respect des plans d'aide aussi pour les clients. Et ensuite, on revoit aussi pour les parties salariés d'intervention qu'est-ce qui était indispensable pour eux dans l'organisation de leur travail. Et enfin, pour les secrétaires, on a mis l'accent aussi sur les compétences des salariés. On retrouve à nouveau la législation sociale, qui est un point essentiel dans la planification, et la relation aussi salarié-client. Voilà, donc ça, c'était ce qui est ressorti de cette première étape. Une fois que cette première étape a été réalisée, l'objectif, c'était d'identifier des scénarios
Donc, plus précisément, définir les axes de travail. Donc, la méthode, ça a été 4 réunions de 1 heure avec les intervenants à domicile, les secrétaires, bénévoles et un questionnaire. Il y a un bruit de fond. On a du souffle. Il y a quelqu'un qui respire. On dirait un alien. Donc, je disais 4 réunions de travail. Pardon, Aurélie, normalement j'ai désactivé le micro de la personne concernée. Excusez-moi. L'alien nous écoute toujours, mais nous, on ne l'entend plus. Bienvenue à lui. Donc, à chaque réunion, des intervenants à domicile, secrétaires et bénévoles. Et ensuite, il y a un questionnaire qui a été diffusé après les réunions, vraiment pour identifier les priorités et s'assurer que tout le monde, même des personnes qui n'avaient pas pu venir aux réunions, puissent participer à ces scénarios. Donc, les axes de travail qui sont ressortis. Alors, déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que la question principale, c'était quel est votre planning idéal? L'idée, c'était vraiment de laisser aucune limite dans le questionnement. Donc, il est ressorti les coupures journalières à travailler, les astreintes, les équipes de fin de semaine, une inéquité au niveau des fins de journée, des lundis de repos systématiques après les week-ends travaillés. L'idée aussi, éventuellement, de mettre en place des équipes matin, après-midi. Et l'idée, éventuellement, de travailler 4 jours et avoir 3 jours de repos. Voilà. Donc, le COPIL a décidé de commencer par les 5 premiers points, qui étaient plus simples à travailler au niveau de l'organisation de l'association et qui ne nécessitaient pas non plus une refonte totale au niveau de l'organisation. Voilà, donc ça, c'est les 5 axes qui ont été choisis. Ensuite, ces axes-là ont été approfondis. Donc, c'est l'étape numéro 3. Donc, il y a eu des réunions de travail à nouveau avec l'ensemble du personnel et les membres du bureau. Avec le but, c'était d'avoir une définition commune sur ces 5 axes, savoir vraiment sur quoi on partait et que tout le monde soit bien d'accord sur quoi on partait. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a eu à nouveau des réunions de travail avec des représentants des aides à domicile, le bureau et les secrétaires. Et là, il y a eu une analyse qui a été faite pour chaque axe, analyser les avantages, les inconvénients, difficultés et conditions de mise en place réalisables. Donc, tout le monde a pu travailler sur cette analyse. Donc, on va vous montrer juste une synthèse donc, pour le point concernant les coupures. Voilà, donc ça, c'est la synthèse qui est ressortie de l'analyse qui a pu être faite sur l'idée de travailler sur les coupures. Donc, l'objectif, c'était d'avoir pour la partie analyse des coupures, les avantages et l'intérêt de réduire les coupures, les inconvénients et les difficultés de réduire ces coupures, et en final, quelles sont les conditions pour que cette réduction de coupures soit réalisable. Voilà, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur cette partie. Non. Non. Bon, je reprends la parole sur l'étape numéro 4, l'expérimentation. Comment intégrer les aides à domicile dans l'élaboration du planning? Ça rejoint la question que j'exposais tout à l'heure sur la mise en place de synergie des compétences de chacun des membres de l'équipe. D'abord préciser, quand on parle COPI, le comité de pilotage local, il est composé bien sûr de 5 salariés représentant chacun des secteurs, plus la CSE, les employeurs et les personnels qui sont membres au niveau du comité de pilotage fédéral. Donc, sur l'étape numéro 4, qui était comment intégrer les aides à domicile dans l'élaboration du planning, la première chose, c'était de mettre en œuvre des propositions issues de l'analyse des scénarios, dont on vous a donné quelques exemples, en s'appuyant sur les expériences. L'expérience des secrétaires sur la planification, elles connaissent le cadre légal, elles connaissent les aides à domicile, elles connaissent les outils de planification, elles connaissent bien sûr et sont au concours de toutes les informations en ce qui concerne les attentes des bénéficiaires ou de leur famille. Elles sont au courant de toutes les informations sur les salariés, compétences, disponibilité, contrat de travail, nombre d'heures du contrat de travail surtout et organisation de la semaine. Et enfin,
des intervenants à domicile qui ont une parfaite connaissance du secteur géographique dans lequel elles travaillent, puisque je vous disais qu'elles sont réparties en 4 équipes, grosso modo d'une dizaine de personnes chacune. Elles connaissent la logique des trajets pour aller d'un client à un autre. Elles connaissent bien les clients chez qui elles interviennent. Et enfin, elles connaissent bien les missions qu'elles ont à faire sur le terrain. Par exemple, elles sont en capacité de nous dire, oui, là, on peut décaler d'une heure telle ou telle intervention. Là, au contraire, c'est absolument impossible. Il faut aller à midi et pas à un autre moment chez cette personne. Décaler aussi des interventions du matin à l'après-midi, surtout quand il s'agit d'interventions de confort. Et enfin, l'objectif qui était derrière tout ça, c'était ensemble, salariés intervenantes et salariés administratifs, élaborer un planning de référence. Et on a commencé sur un planning de référence pour le mois de janvier 2022. Le planning de référence, alors peut-être je vais laisser un mot parler la secrétaire sur le planning de référence. Pourquoi et comment? Alors, nous nous réunissons tous les 3 mois pour retravailler les plannings de référence avec une intervenante. Donc, nous avons 1h30 pour y travailler. Donc, voilà, pour nous, c'est un appui indispensable parce qu'en effet, c'est elles qui détiennent les informations indispensables pour les plannings. Cela permet de retravailler sur les coupures, les équités de soirée. Et voilà, on le refait tous les 3 mois, mais sachant qu'on s'appelle tout de même entre-temps si on a besoin d'informations. Merci Marie-Belle. Oui, alors sur la méthode, voilà, donc une première réunion préalable pour expliquer la démarche, c'est-à-dire que l'ensemble des salariés a été informé du sens de cette démarche, qu'une de leurs collègues de secteur serait le porte-parole de l'ensemble de ses collègues pour élaborer la semaine de référence, puisqu'il s'agissait pour chaque salarié d'établir une semaine de référence à tour de rôle. Les salariés ont été donc regardés de près, enfin leur planning a été regardé de près. Ensuite, il fallait identifier de façon collective les règles de fonctionnement et les freins éventuels. Moi, je ne travaille pas après 16 heures, moi, je ne peux pas commencer avant 10 heures, voilà, et concilier toutes ces choses qui remontaient de la part des salariés de terrain. Ensuite, il y a eu une réunion de secteur avec les aides à domicile référents du secteur d'intervention, la secrétaire chargée de la planification, bien sûr l'accompagnant de proximité pour animer cette chose-là, et l'élaboration et d'une proposition de planning de référence. Volontairement, là aussi, l'employeur n'était pas dans cette co-construction. En amont, chaque référente consulte ses salariés de secteur, par appel téléphonique, SMS, rencontres, etc. Les plannings sont proposés à l'employeur une fois que la première réunion a eu lieu, qui valide ou qui ne valide pas ou qui apporte quelques modifications. Ensuite, on met en application le planning de référence, donc établi pour janvier. Le planning allait servir, la référence allait servir pour le mois de février et de mars. Et enfin, après mars, en courant avril, nous avons évalué les résultats de ce travail en commun qui a été fait. La période d'expérimentation, donc novembre-décembre, l'élaboration des réunions, voilà, je reprends un peu, je répète, c'est vrai. Janvier, la mise en place du planning de référence, surtout pour février-mars. Le bilan s'est fait à la fin mars. Et nous sommes aujourd'hui déjà sur la 2e réunion des semaines de référence qui a déjà eu lieu pour les mois qui vont venir. Pour arriver à faire travailler ensemble de façon cohérente personnel administratif et personnel intervenant, on a réalisé un peu à contre-coup qu'on n'avait pas forcément favorisé l'écoute des personnels administratifs. Donc on s'est repris un peu là-dessus. On avait axé vraiment et mis le focus sur les personnels d'intervention, pas au détriment, mais en oubliant un peu le travail qui devait se faire en parallèle avec le secrétariat. Donc, on a pour cela mis en place une méthode, toutes les semaines, le vendredi, peu importe, des réunions hebdomadaires, employeurs, secrétaires, accompagnants de proximité, où on évoque la situation des clients, la situation des salariés et bien sûr faire le lien avec la planification. Ça, c'est une fois par semaine, pendant 2 heures ou 2 heures et demie. Ensuite, on a mis en place un binôme bénévole-secrétaire sur la planification, c'est-à-dire qu'une procédure a été mise en place aussi avec un cadre qui était organisé par rapport aux clients et aux salariés. Par exemple, toute demande
d'indisponibilité ou de changement doit être fait avant le 15 du mois auprès du secrétariat, le mois précédent, le mois M, en train de se faire planifier, en train d'être planifié. Le 15 du mois, les choses sont arrêtées et on ne peut plus signaler d'absence ou d'indisponibilité, sauf urgence évidemment. Entre le 15 et le 20 du mois, un travail qui a lieu par les secrétaires qui font la planification, avec possibilité, donc c'est la suite que vous avez là sur l'écran, de pouvoir contacter le référent planning, soit par téléphone, soit par mail, soit en présentiel évidemment, pour pouvoir étudier les difficultés éventuelles qui se posent par rapport à la modulation, par rapport au plan d'aide, par rapport aux coupures, au repos, etc., aux difficultés à pouvoir trouver quelqu'un. Le référent bénévole, ensuite, quand il a fait l'observation, quand il a repris les questions des deux secrétaires qui planifient, valide la semaine, après avoir validé la semaine de référence, va valider le planning du mois suivant, c'est-à-dire aujourd'hui, demain ou après-demain, ce sera la validation du mois de juillet. Alors ça, c'est une chose importante. Et le 23, obligatoirement, les plannings sont imprimés et envoyés par la voie postale à l'ensemble des clients et sur les téléphones professionnels aux salariés. L'autre observation qu'on a pu faire dans le travail avec les secrétaires, c'est une nécessité de travailler sur la répartition des tâches de façon à favoriser la régulation entre elles et aussi les temps de concertation dédiés à la planification. Alors, on a mis en place, par exemple, un roulement au niveau de l'accueil, c'est-à-dire chaque secrétaire est chargé d'accueil téléphonique, physique à tour de rôle, un jour sur deux, et par ailleurs, chaque secrétaire qui planifie bénéficie d'une journée entière de télétravail pour pouvoir travailler dans le calme. Elle peut aussi, quand elle est en présentiel, pouvoir s'isoler dans une pièce spéciale au calme pour pouvoir revoir sa planification. Je laisse la parole pour l'étape 5. Oui. Peut-être, avant de passer à l'étape 5, nous avons quelques questions peut-être de précision que je vais vous adresser. À la fois, donc je vous l'ai dit, telle qu'elle est formulée, hein, plutôt d'après ce que je comprends, c'est une question plutôt pour comprendre les spécificités de vos heures à l'association en termes d'activité. Quel est le nombre d'heures faites par mois à titre indicatif, hein, au sein de votre association PA, PH, AF? Voilà, c'est un peu pour contextualiser peut-être. Alors, si vous aviez quelques repères. Le contexte, voilà, ante-Covid, on va dire, était un rythme de 5000 heures par mois. Aujourd'hui, nous sommes, après l'année 2020, nous sommes revenus à 4700, 4800 heures par mois. Ok, merci. Une autre petite question. Pardon, allez, excusez-moi. Non, uniquement sur donc l'aide à domicile et le confort. Tout à fait. Une autre question, alors plus sur la réunion hebdomadaire. Alors, je pense qu'il est fait référence à la réunion sur les plannings, mais du coup, qui n'est peut-être pas hebdomadaire. Donc, si vous pouvez préciser ça, se fait avec l'ensemble des salariés, point d'interrogation. Les réunions de précision sur les plannings de référence, peut-être préciser à quelle fréquence elles ont lieu et qui participe à ces réunions-là. Alors, on les fait tous les 3 mois. Donc, une secrétaire, une intervenante. Et jusque-là, il y avait l'accompagnante de proximité. Donc, nous étions 3 durant ces réunions et c'est tous les 3 mois. Ok, merci. En effet, peut-être pour préciser, avec un système que les référentes ont, avant cette réunion, essayent d'avoir des temps d'échange avec leurs collègues de chaque secteur, de leur secteur respectif, pour justement venir alimenter la réflexion lors de la réunion avec les secrétaires sur les plannings de référence. Oui, elles appellent leurs collègues juste avant cette réunion pour avoir le maximum d'informations possibles. Ok, une autre question sur la modulation. À quel rythme vérifiez-vous la modulation dans le système mis en place? Et au quotidien, hein, on la regarde très régulièrement. Hein. Ça, c'est
Très souvent. Et il y a aussi sur le tableau récapitulatif au quotidien, donc, une colonne qui donne le récapitulatif avec une barre qui signale dès que la modulation dépasse 20 heures, le chiffre s'inscrit en rouge. C'est le secret des secrétaires. Voilà. Merci. Alors après, il y avait deux questions posées par deux personnes différentes, mais qui interrogent sur la place des bénévoles. Donc, pouvez-vous nous indiquer combien de bénévoles sont intervenus dans la démarche QVT et ensuite, une autre question sur le référent planning qui est un bénévole. Est-ce que vous pouvez donner un peu de précision en se disant que si ce n'est pas un salarié, d'après ce qu'ils comprennent, ce n'est pas un salarié et il s'agit d'un salarié qui fait cela, ou s'agit-il d'un salarié qui fait cela bénévolement? Donc peut-être préciser un peu la place des bénévoles dans la démarche QVT et plus précisément sur le référent planning. Oui, alors d'une façon générale, donc, le conseil d'administration est saisi par cette démarche et par l'organisation pratique et donne un aval ou donne pas un aval. Dans l'occurrence, l'aval a été donné de pouvoir travailler de façon régulière. Donc, principe ADMR, le bénévole et l'employeur, ou l'employeur, c'est un bénévole. Voilà. Sur l'activité QVT à Tournaille, d'impliquer régulièrement de façon quotidienne ou hebdomadaire, 4 bénévoles sont impliqués. Sur la procédure du référent planning, un seul bénévole est impliqué sur la référence au planning et travaille avec les 2 secrétaires et valide les plannings qui sont faits. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à la question. Oui, je pense que ça est clair. Et si c'est incomplet, les participants, n'hésitez pas à compléter vos questions pour que les témoins puissent y répondre. Donc, du coup, il y a une autre question, juste peut-être sur le nombre de personnes en charge de la planification, en disant il y a 2 secrétaires pour planifier 4800 heures. C'est bien cela, donc c'est aussi une demande de précision. Une autre question précisément avant, vous parliez de 3 professionnels administratifs, 2 secrétaires de planification donc je pense que c'est juste une petite clarification sur combien de secrétaires contribuent à la planification. Alors d'une façon globale, donc en temps de travail, 2 ETP et demi pour assurer les fonctions administratives de l'association. Le mi-temps qui est mis en place est entièrement consacré au suivi de la qualité, puisque nous sommes validés, certifiés AFNOR également, donc il faut suivre au quotidien. Et au niveau du secrétariat, donc je disais en préalable, l'association est divisée en 4 sous-secteurs. C'est chacune des secrétaires planificatrices gère 2 secteurs. On a un secteur nord, un secteur ouest, un secteur central et un secteur est. Voilà, groupés 2 par 2. Chacune d'entre elles planifie sur les 2 secteurs dont elle a la charge. Ok, merci beaucoup. Et peut-être 2 petites questions avant de vous laisser la parole sur la suite de l'étape et on reviendra sur vos questions. Une très technique sur le logiciel qui est utilisé, avec la question de est-ce que c'est Filia ou un autre. Et une autre question sur les intervenants, les salariés intervenants, est-ce qu'ils sont plutôt à temps plein ou à temps complet? Alors, on utilise bien le logiciel Filia et les salariés sont principalement en temps partiel. Sur les 50 salariés, nous avons 4 temps pleins, 2 secrétaires et 2 intervenantes à domicile. Et le reste des contrats sont des contrats entre 70 heures et 145 heures, avec un appel assez permanent compte tenu, entre autres, du manque de personnel aux salariés. Souhaitez-vous augmenter votre temps de travail? Et si vous souhaitez l'augmenter, signalez-le rapidement. On a eu effectivement plusieurs demandes d'augmentation de contrat qu'on a pu honorer depuis, on va dire, 6 mois, 8 mois. Ok, merci beaucoup. Et il y a une question qui a été posée aussi sur la question du financement de ces temps de réunion. Et donc, on y reviendra sûrement plus tard en transverse, où il y a aussi le conseil départemental qui est là. Donc, ça sera intéressant d'aller peut-être au bout du témoignage et on reviendra sur cette question des moyens nécessaires.
Mais on ne l'a pas oubliée. On y reviendra. Elle est bien notée. Je vous laisse du coup la parole peut-être pour poursuivre sur la page suivante concernant justement le bilan de l'expérimentation et la méthode pour la réaliser. Alors, l'étape 5, c'était donc faire un bilan sur les expérimentations qui ont été menées avec l'objectif d'ajuster les actions et éventuellement d'en définir des nouvelles. Donc, la méthode, ça a été des échanges à la fin de la première réunion entre secrétaire et référente pour un bilan à chaud et avec l'accompagnante de proximité. Il y a un questionnaire qui a été diffusé aux intervenantes à domicile. Donc, tout le monde a pu se manifester et faire un retour sur ces changements et comment elle l'avait vécu. Est-ce que c'était positif? Est-ce qu'il y avait encore des choses à modifier? Il y a un groupe de travail ensuite qui a été mis en place entre les secrétaires, correspondantes de secteur, le président, bénévoles et l'accompagnante de proximité. Donc, l'objectif de ce groupe de travail, c'était d'analyser les résultats du questionnaire de façon à définir un réajustement, de nouvelles actions si besoin. Et enfin, lors de la réunion hebdomadaire entre les bénévoles, le secrétaire et l'accompagnant de proximité, donc le bilan a été présenté et il a été aussi après amené au comité de pilotage. Voilà. Donc là, vous avez quelques exemples de résultats suite à ce questionnaire. Alors, une précision tout à l'heure, quand on dit qu'il y a une réunion hebdomadaire qui a permis de travailler avec les secrétaires sur la répartition des tâches, permettez-moi de vous dire qu'il y a eu plusieurs réunions, effectivement, pour pouvoir arriver à partager les tâches et nous y sommes toujours en train d'y travailler. Sur le questionnaire qui a été adressé aux salariés, donc vous avez sous les yeux le résultat, 93% des salariés ont dit être satisfaits du planning actuel depuis la mise en place, comme il vient d'être expliqué. 79% des salariés ont constaté une diminution des coupures, 65% ont considéré une amélioration de l'équité des soirées, avec quelques alertes qui ont lieu, modifier les plannings en cas d'arrêt maladie, ce n'est pas toujours simple, améliorer les relations entre secrétaires et intervenants, même si les relations sont excellentes et la secrétaire s'exprimera là-dessus tout à l'heure, il y a toujours des choses à améliorer. Et enfin, nous commençons à avoir des retours de certains clients qui nous donnent un peu de baume au cœur. Pareil, Marie-Belle tout à l'heure vous dira les quelques témoignages que nous avons. Mais là, je vais sans plus tarder laisser la parole aux actionnaires du quotidien, parce que je crois qu'elles sont plus au fait que moi pour dire et raconter comment se passe la vie pour elles. Laurence, peut-être, vous voulez commencer? Je vais commencer par vous parler de ces coupures. Quand on a demandé aux collègues intervenants et intervenantes de définir exactement ce que coupure voulait dire pour eux et elles, pour certains, c'était du temps non travaillé et non rémunéré de plus de 30 minutes entre deux interventions. Ça, c'est exactement ce qu'ont ressenti les collègues. Pour certains, c'était du temps mort, c'est-à-dire qui ne servait à rien entre deux interventions, et pour d'autres, c'était du temps libre, trop court. Donc là-dessus, lors des réunions, ou trop long, tout à fait. Lors des réunions, les avantages de ces coupures qu'on a moins par rapport maintenant avec les plannings actuels, donc ils ont tenu compte des remontées des collègues pour ces coupures-là. C'est un gain de temps. Ça a permis de finir plus tôt aussi, et puis de ne pas avoir ces temps, surtout l'hiver ou même l'été, avec la canicule qu'on a eu 45 minutes dans une voiture, ce n'est pas le top, quoi. Alors, quand c'était trop court, on n'a pas, même si on travaille autour de notre domicile, 45 minutes, ça ne laisse pas le temps de rentrer à la maison, et 45 minutes dans une voiture qui fasse froid ou chaud, ce n'est pas possible. Donc, ces temps de coupure ont été drôlement réduits. Il y en a encore, il ne faut pas penser que tout est nickel. Il y en a encore, mais pour le moment, c'est les plannings actuels qu'on a qui nous satisfont. Voilà, tout simplement. Il a quand même fallu appeler certains clients pour leur en parler d'abord et voir avec eux qu'est-ce qui pouvait être décalé ou pas. Voilà, c'est pour ça que, excuse-moi Marie-Belle, c'est pour ça que les réunions entre secrétaires et intervenants pour la planification qu'on fait une fois tous les 3 mois ont servi justement à cela.
savoir quels sont les clients qu'on pouvait changer, avancer ou retarder par rapport justement à éviter ces coupures-là. Et ces réunions qu'on a avec les secrétaires, non seulement, nous, en tant qu'intervenantes, on a pu percevoir le boulot que c'était de faire la planification, et elles ont pu voir justement, d'après nos interventions, quand on râlait, parce qu'on avait des coupures un peu trop longues entre deux interventions. Cet échange-là a fait que les plannings ont évolué, et comme on disait précédemment, quand la QVT a commencé, certains collègues n'y croyaient pas, pensaient que justement ça allait être pas possible de faire quelque chose de mieux, et tout compte fait, avec ces réunions-là et le fait qu'on leur demande leur avis par rapport à ces plannings, que les remontées ont été entendues, ça fait qu'il y a une meilleure concertation, même entre nous, entre nos collègues intervenantes et surtout avec les secrétaires. Voilà. Peut-être prendre un deuxième exemple qui a été la mise en place du lundi de repos systématiquement après un week-end travaillé. Alors au préalable, le choix sur l'association, pareil, les salariés avaient choisi de dire les week-ends, nous travaillons le plus possible quand nous sommes de service le week-end, de façon à limiter le nombre de week-ends pendant lesquels on intervient dans un mois. Donc les week-ends sont des journées chargées, voire 7 heures, 8 heures, voire 9 heures, et le samedi et le dimanche. Donc la demande a été de mettre en place le lundi systématique de repos après le week-end, mais un peu au-delà. Et là, peut-être, Geneviève, tu peux nous en parler? Oui, on a le lundi de repos après un week-end travaillé et parfois même le vendredi, quand c'est possible. Elle nous met aussi le vendredi de repos avant le week-end travaillé. Et moi, je voulais parler des équités des soirées. Les équités des soirées, c'est du moins par notre secteur à nous, enfin chaque secteur, c'est à tour de rôle. Chaque intervenante peut organiser ses soirées, ça permet de finir plus tôt. En regroupant les interventions, d'organiser des rendez-vous personnels ou des soirées, parce que ça nous ingère moins de stress et puis moins de fatigue aussi, moins de risques quand on rentre chez nous, quand on a de la route à faire. Et puis ça, tout, hein. Oui, c'est tout. Et ça permet surtout d'avoir, que ce ne soit pas toujours les mêmes collègues qui finissent tard, voilà, oui. qui finissent à 20 heures. Hein. Ça permet que tout le monde ait sa soirée, au moins une ou deux dans la semaine. Maximum, c'est 18 heures qu'on finit, sauf quand on est deux soirées, on peut finir à 20 heures. Voilà. Et ça, justement, les collègues, c'est bien, depuis la QVT, justement, j'en reviens à ça, mais c'est vrai que les collègues ont bien compris ce système d'échange et d'accord entre nous, enfin, entre intervenantes. Voilà, il y a un soutien qui s'est fait avec cette QVT qui n'était pas avant. Ça n'existait pas avant. Et je voulais dire aussi que celles qui ne faisaient pas de soirée ont été prêtes et on font des soirées. Ont été prêtes à faire des soirées. On libérait des soirées à certaines pour voilà, que ce soit que tout le monde, qu'il y ait une équité entre toutes les salariés, toutes les intervenantes. Alors pour cette répartition à l'équité des soirées, il a fallu effectivement aussi viser en même temps une montée en compétence des salariés qui allaient travailler le soir, puisque le soir ce sont des dossiers plus lourds. Donc les salariés bien sûr vont en formation, vont aussi travailler en doublure avec les collègues qui ont en charge ces dossiers pour savoir et apprendre comment on agit, quel geste on fait en soirée. Et depuis quelques temps seulement, c'est assez récent, les salariés qui vont faire des soirées qui ne sont pas diplômés ou trop expérimentés bénéficient d'une matinée entière ou un après-midi entier de travail en commun avec les aides-soignantes du SIAD ADMR de Tournai. Marie-Belle, vous voulez Peut-être juste pour nous indiquer collectivement qu'il est 15 heures, qu'il nous reste du coup un petit quart d'heure pour finir le webinaire, sachant que du coup nous avons quelques questions également et peut-être voilà, quelques points de plus vous à partager dans votre bilan. Donc c'est juste pour qu'on soit vigilants tous ensemble au timing. Merci. Marie-Belle, pardon, excusez-moi. Non, je tenais juste à dire que nous avons quand même eu de bons retours des clients qui nous ont fait des mails pour nous remercier des plannings qui étaient plus réguliers.
mais aussi on a de très bons retours des salariés oralement au quotidien, mais aussi on a eu un message d'une salariée qui nous remerciait pour tous ces changements, de cette mise en place, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, elles arrivent à concilier leur vie professionnelle et personnelle. Et voilà, pour elles, c'est un changement brutal. Et elle était très contente des choses qui ont été mises en place. Merci beaucoup. Peut-être préciser qu'il y a pas mal de questions. Alors, où on va peut-être pas avoir le temps d'y répondre dans le détail, mais il y a pas mal de questions un peu d'ordre technique sur le fait que pour certaines structures qui témoignent du fait qu'elles ont plus de repas les journées et les week-ends, donc que peut-être certaines solutions trouvées à la DMR de Tournai ne correspondraient pas, par exemple sur les horaires de soir. Il y a des questions aussi du nombre de tournées le week-end, etc. Sur la question des indisponibilités dans la semaine, est-ce qu'il y a des plages d'indisponibilité, combien de kilomètres en moyenne entre 2 interventions, etc. Toutes ces questions très techniques, on ne va peut-être pas y répondre là parce qu'on ne va pas vraiment avoir le temps, mais ce qu'il faut comprendre, c'est dans la démarche telle que la DMR de Tournai l'a déployée, c'est qu'ils ont trouvé les solutions correspondant à leurs caractéristiques de leur activité. C'est-à-dire qu'ils ont construit les solutions au regard justement du nombre de repas du soir, de leurs besoins du week-end, etc. Et donc, c'est ça l'intérêt de la démarche participative, c'est qu'ils ont su construire la bonne maille, la bonne solution en prenant en compte leurs caractéristiques. Donc, on n'est pas dans une recette magique qui s'appuierait d'une façon similaire d'une association à l'autre. Mais par contre, en termes de démarche et de méthode, il y a des choses à prendre qui a été mise en place par la DMR de Tournai qui peuvent être dupliquées dans d'autres associations, mais qui nécessitent d'être retravaillées pour prendre en compte les caractéristiques et les spécificités de chacune de vos organisations. Donc, c'est peut-être pour aussi avoir ça en tête, que c'est aussi un objectif de témoigner d'une démarche, d'une méthode, et pas que des solutions in fine qui sont produites, parce que ça, elles ne sont sûrement pas duplicables d'une association à l'autre au regard des spécificités de vos activités respectives. Il y a justement une question sur l'absentéisme. A-t-il baissé depuis la mise en place de la démarche QVT? Peut-être, Monsieur Le Saunier, je vous laisse la parole sur ce point-là, vu que c'était un des points sur lequel vous vouliez revenir, justement. Merci, oui, d'afficher le tableau qu'on a préparé. Des comparaisons simples, donc 2020-2021, mai 2022, et la dernière colonne qui est une comparaison par rapport à des statistiques en pourcentage sur l'ensemble des associations du réseau ADMR 65, seulement bien sûr. 2 lignes, le temps en heures d'absence. Alors là, on prend le pourcentage des heures d'absence par rapport aux heures réalisées. Si en 2020, nous étions à un pourcentage, on a un logiciel national qui nous calcule cela, évidemment. En 2020, nous étions à 11,32% pour arriver 2021 et aujourd'hui, mai 2022, à une stabilisation du pourcentage autour de 8% d'absence, alors que la moyenne fédérale oscille sur ces 3 années entre 14,65% et 16,07%. Donc, on pense que la mise en place de la QVT et le travail avec cette démarche participative a vraiment participé à la baisse au niveau des absences, au niveau horaire et au niveau du nombre de salariés absents, parce que ça aussi c'est intéressant à regarder. En 2020, nous avions 17,65% de nos salariés qui avaient eu un arrêt de travail. En 2021, nous avions 14,84% de salariés qui avaient eu un arrêt de travail. En mai 2022, c'est-à-dire sur les 5 premiers mois de l'année, nous sommes à un pourcentage de 10%. La moyenne fédérale aujourd'hui sur l'ensemble de nos associations en nombre de salariés est de 23,44%. Merci beaucoup. Juste peut-être une question sur les chiffres. Est-ce que ça prend en compte le hors Covid ou voilà, est-ce que c'est des chiffres hors Covid ou avec? Alors sur 2020, l'absence Covid y est évidemment, mais nous avons eu très peu d'impact, très peu d'absence liée au Covid sur l'année 2020. Le pourcentage serait insignifiant sur les 11 ou sur les 17%. Et en 2021, nous n'avons pas eu d'arrêt lié au Covid.
Enfin, ou alors un arrêt peut-être d'une maman qui n'a pas pu mettre son gosse à l'école et qui a pris une semaine, par exemple. Mais ça reste très à la marge. Ok, merci pour ces précisions. Laurence. Peut-être… Oui, pardon, excusez-moi. Non, allez-y, excusez-moi. Pour revenir vite fait sur l'équité de fin de journée, alors effectivement, ce n'est pas le but chez les personnes chez qui on intervient, donc c'est souvent de l'aide à la personne en fin de journée que l'on fait. Ce n'est pas le but de leur mettre une personne chaque soir, ce n'est pas ça le but. Le but, d'abord, ce sont des auxiliaires de vie qui interviennent lors de ces interventions, pardon, et en principe, c'est 2 soirées par semaine que nous faisons. Oui. Donc, elles n'ont pas tout le temps une personne différente tous les soirs. Et en principe, quand on fait la soirée, c'est qu'on a fait la journée chez cette même personne. Oui. Donc, intervention du matin, du midi et du soir. Voilà, parce que en lisant les questions qui nous ont été posées, je l'ai lu. Voilà. Et effectivement, on peut poser, ça nous arrive à toutes, des heures d'indisponibilité, tout à fait. Voilà, on leur dit, en principe, si c'est des rendez-vous médicaux, le plus souvent, c'est ça qui ressort. On les connaît au moins un mois à l'avance. On sait que le 15 de chaque mois, les secrétaires arrêtent, enfin, on leur donne nos indisponibilités. Et donc, c'est possible, oui, de poser des indisponibilités avant le 15 de chaque mois. Tout à fait. Voilà. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Merci pour ces précisions. Peut-être juste du coup une question sur, et ça sera peut-être la dernière pour ensuite aussi laisser un petit mot de conclusion et surtout la parole au conseil départemental, sur la question du financement global des temps de réunion. Du coup, qui finance ou comment avez-vous financé les réunions de travail? Alors, par rapport aux réunions de travail, l'option était prise, c'est que toute réunion de travail était rémunérée à l'ensemble des salariés. Ça, c'était une première décision. La seconde décision, c'était aussi que l'organisation de ces réunions aurait lieu en journée. Très peu la matinée, compte tenu des prestations que les salariés ont à faire, mais plutôt l'après-midi. On avait pris l'habitude de réunir les salariés après la journée de travail pour favoriser leur participation, jusqu'au moment où on s'est rendu compte que lorsqu'une salariée a commencé à 8 heures le matin et a travaillé jusqu'à 19 heures, voire 20 heures le soir, c'était relativement inhumain de lui dire à 20h15 ou 20h30, on va se mettre à travailler sur la QVT. Donc, toutes les réunions QVT, comme toutes les réunions de l'association, sont programmées sur la journée entre 8h et 18h ou 17h. Elles sont rémunérées à l'ensemble des salariés et jusqu'à aujourd'hui, l'expérimentation de Tournaille a été prise en charge sur les fonds propres de la Fédération des Hautes-Pyrénées. Le coût, nous le chiffrerons, le surcoût qui était lié à ça. L'idée, et là je sais que le conseil départemental est présent et m'écoute, c'est évidemment que nous puissions faire entrer dans le financement horaire le surcoût lié à la mise en place de la QVT dans le cadre du CEPOM sur lequel nous devons travailler. Le deuxième coût financier, c'est la prise en charge de l'animation, heureuse animation par l'ARACT et par vous, Lucille, que je remercie en public, parce qu'effectivement, cet accompagnement pour nous a été très précieux. Donc, depuis 2019 jusqu'à ce jour, la prise en charge a été faite au niveau de la direction du travail, sur des financements direction du travail, et nous sommes en train de réfléchir aujourd'hui comment nous allons financer le déploiement de cette même démarche dans l'ensemble des associations du réseau. Merci à tous et voilà, pour ce témoignage. Et du coup, je vais laisser la parole au conseil départemental pour peut-être conclure et à la fois voilà, nous dire un peu quel regard il porte sur les démarches QVT et plus précisément celle du planning. Allez-y. Je vais laisser la parole à Joëlle Abadi, notre première vice-présidente. Juste par rapport au financement, et effectivement, dans le cadre des CEPOM,
aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on le prenait en compte dans le cadre, donc les heures de réunion ont été prises en compte dans le cadre de ces pommes, et donc le tarif horaire peut être valorisé dans ce cadre-là où c'est la récupération d'excédents d'années précédentes. Là-dessus, peut-être qu'on travaille sur des dotations. Avec un autre service d'aide à domicile, il y a eu une autre démarche QVT qui a été faite avec la RACT sur les réunions de responsables de secteur, animées par les responsables de secteur. Là aussi, dans le cadre du CEPOM, nous avons accepté un financement supplémentaire par rapport à ça, voilà, puisqu'on ne considère pas que ce soit des heures improductives. Voilà, donc voilà, c'était pour compléter ce que disait M. Le Saunier là-dessus. Et maintenant, je laisse la parole à Mme Abadi. Voilà, donc après ce qui a été exposé là par Rémi Le Saunier avec toute son équipe de façon fort claire, il m'appartient de préciser vraiment tout ce qui a été tout à l'heure introduit par M. Ferrat, à savoir qu'il faut une véritable volonté institutionnelle, certes locale, mais avec le pouvoir de l'État à travers la DETSPP et des financeurs que nous sommes au niveau du département et notamment avec ce que vient de relever Sébastien sur la reconnaissance de ce temps passé. Parce que cette façon de travailler sur la qualité de vie au travail, eh bien, ça ne s'invente pas, c'est du temps passé. Donc, comme ça ne s'invente pas, il faut aussi de l'apport technique. Et là, nous venons remercier nous aussi la participation de la RACT qui a vraiment guidé les pas de toute cette démarche d'une façon tout à fait adaptée. Ensuite, il faut aussi la volonté et le travail de la fédération ADMR en ce qui concerne l'ADMR, puisque c'est ce système en réseau qui fait la force qui doit se déployer jusqu'au plus près des associations pour qu'il y ait vraiment tout un travail toujours pragmatique et dans un dialogue permanent et territorialisé. Rémi Le Saunier l'a dit fort justement, ce ne sont pas des solutions qui peuvent être plaquées sur chacune de ces associations, comme sur chacune des structures qui sont avec nous aujourd'hui, mais c'est vraiment un travail qui est étudié au cas par cas. Et le résultat, vous l'avez dit tout à l'heure, Lucille, c'est vraiment associer conditions de travail et performance globale. Alors, en ce qui concerne les résultats sur les conditions de travail, on a vu déjà les résultats qui ont été exposés là. Et en ce qui concerne la performance globale, ce que nous en attendons au niveau du département, en premier, parce que c'est vraiment c'était notre souci depuis quelques années, et c'est l'enjeu majeur, c'est la mise en œuvre, l'exécution des plans d'aide qui sont travaillés au niveau du département, en lien avec les associations. Et quand je dis des plans d'aide, c'est vraiment tous les plans d'aide. On a beaucoup parlé des plans d'aide les plus importants, entre guillemets, ceux des groupes GIR 1 et 2, qui nécessitent plusieurs interventions, des interventions parfois matin, midi et soir, ces plans d'aide qui nécessitent une amplitude horaire très importante. Mais pour nous, au département, il en allait aussi de l'importance de la mise en œuvre des plans d'aide pour les groupes 4, les GIR 4, parce qu'il s'agit là de travailler sur la prévention. Et c'est un des axes forts que nous souhaitons avoir au niveau de ce département. Donc, vraiment, l'ensemble des plans d'aide doit être mis en exécution et il nous semble que c'est une bonne façon de fidéliser du personnel, de recruter et de fidéliser du personnel que de travailler ainsi. Et le dernier élément que je souhaiterais souligner, parce qu'il nous tient à cœur au niveau de ce département, c'est que de telles pratiques, de telles démarches s'appuient sur la capacité et le pouvoir d'agir des salariés sur leur travail. Et au-delà de la capacité d'agir d'un salarié sur son travail, mais au niveau de ce département, ça nous fait prendre conscience une fois encore de la capacité d'agir de chaque habitant sur son territoire, sur son destin, mais aussi sur son territoire. Alors, pour avoir cette réelle co-construction, eh bien, il faut travailler dans le respect les uns des autres, en confiance, en cohérence, en synergie, comme on l'a dit, en synergie efficace, comme on l'a dit Rémi Le Saunier. Et tout cela, c'est une dynamique très intéressante et très motivante pour nous tous, que ce soit les salariés, mais aussi dans le cas de l'ADMR, les bénévoles. Nous le voyons quand ils présentent ce genre de démarche, eh bien, ça donne une vraie motivation à poursuivre cette mission. C'est très motivant pour les services de l'État, je pense, et pour nous-mêmes au département. Et en ce qui nous concerne, ça nous positionne encore plus comme le chef de file de l'action sociale et du développement social. Chacun a sa place sur ce territoire pour agir à son niveau.
Et pour clôturer sur l'APA, moi j'avais l'habitude de dire il y a quelques années, quand j'entendais les personnes dire oui, mais le département, vous distribuez de l'argent sans trop vous préoccuper de ce que ça devient, je disais, mais l'APA, non, ce n'est pas de la distribution, entre guillemets, d'argent, c'est de l'activité économique. Mais actuellement, j'aurais tendance à dire c'est beaucoup plus que de l'activité économique, c'est vraiment du développement social dans ce que ça a de plus noble. Voilà, donc je vous remercie beaucoup à vous tous qui avez participé à cette aventure de réflexion sur la qualité de vie au travail. Et évidemment, au niveau du département, nous espérons qu'elle puisse être développée sur l'ensemble des structures. Merci beaucoup pour ces mots de conclusion hein, qui permettent de remettre en perspective avec l'enjeu aussi territorial, comme vous l'avez dit. Il est 15h17. Je vous propose du coup de clôturer ce webinaire avec peut-être un petit sondage très rapide qu'on vous invite à compléter. Il y a un choix multiple qui va vous être proposé. C'est juste un petit sondage pour capter aussi si ce webinaire vous a permis de donner quelques clés, quelques repères. Donc, je vais demander à Anne peut-être de l'activer. Et donc, ça devrait apparaître, je pense, sur votre écran automatiquement. Donc, n'hésitez pas à compléter. Merci à tous. On sait que c'est toujours un peu frustrant parce qu'on aurait sûrement voulu davantage échanger. Mais bon, c'est aussi l'idée d'essayer d'avoir des formats courts pour essayer d'avoir le plus de monde possible et que ça rentre dans vos agendas que l'on sait aussi charger. Donc, merci à tous. Et Anne, je te laisse peut-être la même sur le sondage. Je ne sais pas s'il apparaît. Le sondage est lancé. Super, merci beaucoup. Je le vois pas moi, mais voilà. Merci à tous. En tout cas, je vois qu'il y a beaucoup de remerciements dans le chat. Un grand merci pour ces retours, pour ces retours d'expérience, pour la préparation. Et donc, comme ça a été indiqué, on vous enverra à la fois le support PowerPoint qui a été présenté, mais aussi le replay, c'est-à-dire l'enregistrement de la vidéo pour aussi pouvoir partager la présentation ou la revoir si vous le souhaitez, bien évidemment. Et vous aurez aussi la possibilité de vous inscrire à la newsletter de la RAPT Occitanie et aussi nous contacter si ce sujet-là vous intéresse plus particulièrement. Donc, vous recevrez un mail sûrement d'ici demain ou dans les très prochains jours. Merci à tous. Merci. Anne, est-ce que tu as un début de retour sur le sondage peut-être? Oui, un début de retour. Alors, on a évidemment une grande majorité de oui, avec oui tout à fait 52%, oui partiellement 44%, avec des commentaires aussi dans le chat qui nous disaient que pour certains des participants, les solutions qui avaient été présentées pouvaient paraître difficiles à mettre en place dans leur structure parce que j'imagine qu'en termes d'organisation du travail, de volume ou de charge de travail ou d'organisation même, on parlait de temps d'intervention tout à l'heure, ça paraissait difficile à mettre en place. Juste pour rappel, on a entendu aussi que même à l'intérieur de la structure qui a témoigné aujourd'hui, il y avait des doutes sur la capacité à faire bouger les choses et à améliorer. Donc ne perdez pas espoir et peut-être qu'il y aura des pistes à utiliser qui vous ont été présentées aujourd'hui. Merci à tous et peut-être les participants, si chacun veut dire un petit au revoir à la DETSPP, le conseil départemental, la DMR 65, n'hésitez pas à faire un petit au revoir. Au revoir et merci. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. L'équipe de Tournaille salue tout le monde et vous remercie pour votre patience. Ouais, on avait encore plein de choses à dire. On a été frustrés. Merci. Émilie, au revoir, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci à vous.